Bismillah. Tandis que la caravane se prépare à reprendre la route, Pakai observe avec curiosité les chariots sur lesquels les nomades entassent paniers de grains, seaux de cuir et bien d'autres ustensiles. Son regard s'attarde sur les marmites aux flancs rebondis dont il devine qu'au prochain bivouac, elles se rempliront de bonne nourriture. Pardon. Il s'en lèche d'avance les babines. La bouillie d'orge, accompagnée de lait caillé et de miel, voilà qui vont mieux que les racines ou les sorbets, pense-t-il. Quand le chargement de chariot est terminé, les femmes, aidées des jeunes filles les plus grandes, placent sur chacune des voitures un berceau léger, fait de lattes et de tiges, dont la partie arrondie est tournée vers le ciel. Elles recouvrent ensuite cette charpente d'une toile de feutre noir, donnant ainsi au chariot un toit léger qui protège son contenu de la pluie, du vent et du soleil. Pacaille s'émerveille devant la naissance de ces maisons roulantes et il fait part à son chien de son admiration. Oui, lui répond son compagnon, l'ingéniosité des hommes n'a pas de limite. Chaque jour, dans le vaste monde, un homme ou une femme entrevoit quelque nouvelle idée et cherche le moyen de l'appliquer. Le grain semé devient moisson. Colporté par les marchands, les idées et les objets nouveaux se répandent, gagnant la terre entière. Ainsi parle son chêne, retrouvant les accents de son père adoptif. Tandis qu'il écoute ce discours savant, Pacaille, hochant la tête, réfléchit. Eh oui, s'il était resté à tourner en rond sur la piste du cirque Koan-Moon, sans doute n'aurait-il jamais vu de maison roulante. Que de choses aura-t-il à raconter un jour à ses enfants? Mais déjà, d'autres détails étranges attirent son regard. Des bœufs, dociles comme de jeunes mariés, viennent prendre place entre les brancards des chariots. La colonne, serpent aux écailles d'un noir profond, lentement s'étire, ne laissant derrière elle qu'une légère écharpe d'impalpable poussière. Femmes et enfants ont trouvé place au bord des voitures, ainsi que quelques brebis, trop frêles encore, pour cheminer seules. Les hommes, montés sur des chevaux de petite taille, encadrent les troupeaux, hennissement et bêlement égayent de leur sang clair la sourde rumeur des essieux cahottants. Conscients qu'ils ont rejoint une grande famille, Sunshine et Pacaille restent soudés à la caravane, freinant l'ardeur de leurs propres chevaux. Peu après la mi-journée, le chef du convoi, un homme à la moustache encore plus noire que les bâches des chariots, décide de faire halte dans la cuvette où vient de pénétrer la colonne. Un aimable creux de terrain où bêtes et gens seront bien protégés du vent et où ils trouveront l'eau claire dont ils auront besoin. Les chariots dessinent une enceinte. Il sera ainsi plus facile d'organiser la surveillance des richesses de la caravane contre les attaques des animaux sauvages et des pillards. Les hommes et les adolescents ressemblent, les bêtes et les soignent. Des femmes dressent un abri, allument un feu et commencent à installer les marmites pour le repas du soir. Pacaille se joint aux jeunes gens et part à la recherche de bois secs et de salades sauvages. À l'écart, un groupe d'enfants organise un concours de tir à l'arc, auquel le singe savant, adroit tireur lui-même, s'empresse de participer dès son retour au campement. Pensant remporter le tournoi sans difficulté, quelle n'est pas sa surprise de se trouver devancé par Aki, un garçon grand et fort dont il avait remarqué le regard de braise. Mais il ne lui en veut pas, bien au contraire, de lui ravir la première place et lui propose une partie de lutte à main nue, que le jeune garçon accepte d'enthousiasme. Bientôt les deux lutteurs, étroitement enlacés, roulent dans la poussière au milieu d'un cercle d'enfants, battant des mains et hurlant de joie. Cette fois, non sans mal, le singe savant sort vainqueur de l'épreuve. Feignant la modestie, il rejoint Sunshine, s'assoit à son côté. Celui-ci, installé un peu à l'écart, observe le chef de clan. L'homme à la moustache de charbon affairé à dresser un mât portant un étendard d'un rouge éclatant. Ayant réussi malgré la petite brise qui vient de se lever, l'homme, prenant une cruche de lait, répand au pied de l'étendard quelques gouttes du précieux liquide. Pacaille observe sans comprendre et se tournant vers son compagnon, ouvre des yeux ronds et secoue la tête avec insistance. Comprenant la question muette posée par le singe savant, s'enchaîne, lui explique qu'il s'agit d'une cérémonie adressée aux esprits invisibles de la steppe.
L'étendard attire leur attention, c'est pourquoi il est rouge, comme le soleil. Le lait, lui, avec sa couleur blanche, appelle la paix. Tout ça, conclut Pacaille, c'est encore des signes, comme ceux que tu traces sur ton cahier. On ne les entend pas, et pourtant, ils parlent et sont compris. Sinon par tous, du moins par quelques-uns. Il n'insiste pas. Voyant les enfants s'approcher des marmites, il se souvient de ses rêveries du matin. Son estomac lui dit, dans un langage qu'il connaît bien, que l'heure du repas du soir n'est plus loin. Il se lève et d'une main fraternelle aide son chêne à en faire autant. Merci, petit frère, lui dit-il avec un sourire. Merci pour l'explication que tu m'as donnée. Si je ne l'ai qu'à demi comprise, c'est que ventre vide est plus sourd qu'une pierre, comme dit le proverbe. Le repas fini, avant la tombée de la nuit, le chef de clan organise le guet. Les hommes deux par deux veilleront à tour de rôle, chaque équipe assurera la surveillance du camp pendant un quart de la nuit. Sanchen et Pacaille seront de service pour le dernier quart, juste avant le lever du jour. Comme les deux compagnons n'ont pas d'armes, le chef de clan remet une lance au garçon. Quant au singe, il préfère s'armer d'un arc et d'un carquois de flèches. Quand arrive l'heure du guet pour les deux voyageurs venus d'Orient, ils trempent leur visage dans un baquet d'eau, afin de se bien réveiller, revêtent leur houppelande, prennent leurs armes, en compagnie des deux nomades dont ils assurent la relève. Ils parcourent le camp endormi, écoutant les consignes que leur donne leur guide. Rien de bien difficile. En principe, ils doivent entretenir les feux allumés aux deux extrémités du camp. Vérifier que les bêtes du troupeau ne partent pas vagabonder au clair de lune et surtout, surveiller les abords et donner l'alarme si quelque chacal ou quelque loup prend fantaisie de venir dérober un mouton. Voilà de bien lourdes responsabilités, commence Pacaille. Hier soir, nous avons fait un bon repas, et j'aurais aimé pouvoir le digérer tranquillement, sous ma couverture, plutôt que de tourner en rond sous la lune. Mais, ajoute-t-il avec un haussement d'épaule, la sagesse des hommes nous enseigne que la vie n'est pas un lac d'eau calme au fond d'un joli jardin. Alors tournons sous la lune, puisque telle est notre destinée.